Débuter notre commission commune, commission des finances et affaires sociales. Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame et Messieurs les rapporteurs généraux, Madame la rapporteure de la branche vieillesse, Madame la rapporteure spéciale, mes chers collègues, la commission des affaires sociales et la commission des finances reçoivent ensemble ce matin le Premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, pour qu'il nous présente la seconde communication de la Cour en réponse à la saisine du Premier ministre en date du 20 janvier dernier. Pour mémoire, le Premier ministre attendait de la Cour qu'elle dresse un constat objectif de la situation de notre système de retraite et de ses perspectives à court, moyen et long terme. Ce constat devait servir de base aux discussions entre les partenaires sociaux qui se réunissent, je vous le rappelle, depuis le 20 février et jusqu'au mois de juin à un rythme hebdomadaire afin de faire des propositions visant à rétablir l'équilibre financier de notre système de retraite à l'année 2030 tout en proposant des améliorations. La première communication remise au Premier ministre le 19 février était relative à la situation financière et aux perspectives du système de retraite. La Commission des affaires sociales vous a d'ailleurs entendu, Monsieur le Président, sur ce sujet le 5 mars dernier. Cette nouvelle communication complémentaire porte sur l'impact du système de retraite sur la compétitivité et l'emploi. Monsieur le Premier président, comme de coutume, vous serez interrogé à l'issue de votre intervention par les membres de nos deux commissions. Et bien entendu, nous commencerons par donner la parole à nos rapporteurs généraux et à nos rapporteurs spéciaux. Voilà, mais dans l'immédiat, Monsieur le Premier président, je vous propose tout de suite d'intervenir pour nous présenter les conclusions de votre rapport. Monsieur Kozik, pardon, je donne la parole, excusez-moi. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier président, mes chers collègues. Le premier rapport remis par la Cour faisait le constat que la montée en charge de la réforme de 2023 devrait permettre une stabilisation du déficit du système de retraite autour de 6,6 milliards d'euros jusqu'en 2030, avant de se dégrader jusqu'à atteindre 30 milliards d'euros en 2045. Le second rapport que vous nous présentez aujourd'hui, Monsieur le Premier président, analyse les effets des paramètres actuels du système de retraite sur la compétitivité de l'économie française ainsi que sur l'emploi. Cette analyse doit permettre de participer à la réflexion sur les mesures qui seront les plus favorables au maintien de l'équilibre financier du système tout en préservant l'emploi, l'activité économique et la cohésion sociale en France. Nous sommes donc attentifs aux problématiques que vous pourrez soulever, Monsieur le Premier président, tant sur la question des recettes du système que du temps passé en emploi ou encore sur l'évolution du montant des pensions de retraite. Avant de vous laisser la parole, Monsieur le Premier président, je rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande. C'est à vous, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les Présidents, Madame la rapporteure générale, Monsieur le rapporteur général, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, bonjour. Merci de m'accueillir au sein de vos deux commissions, ce qui est rare pour moi, afin que je vous présente le rapport de la Cour des comptes sur les impacts du système de retraite sur l'emploi et la compétitivité. Comme vous l'avez rappelé, j'ai remis ce rapport au Premier ministre ainsi qu'aux partenaires sociaux réunis dans ce qu'on appelle le conclave. Je ne parle pas du conclave d'aujourd'hui, le vrai, mais aéropage de partenaires sociaux, le 10 avril dernier. Et comme vous l'avez rappelé également, lors de sa déclaration de politique générale, c'était le 14 janvier dernier, le Premier ministre a annoncé qu'il souhaitait remettre en chantier le sujet des retraites avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes. Et afin que, je le cite toujours, cette démarche s'appuie sur des constats et des chiffres indiscutables, il a saisi la Cour des comptes pour réaliser une mission en deux temps. Le premier temps, ce fut en effet un constat objectif de la situation financière du système de retraite et de ses perspectives à court, moyen et long terme en un mois et demi. Et puis, dans un deuxième temps, il nous a demandé d'examiner les impacts du système de retraite sur la compétitivité et l'emploi, rapport que je lui ai revenu le 10 avril. Nous avons donc conservé la formation ad hoc, une formation qui regroupe plusieurs chambres de la Cour des comptes, dont j'ai moi-même présidé la collégialité, qui avait déjà œuvré pour notre rapport sur les retraites, le premier. Et je souhaiterais remercier publiquement devant vous les membres de l'équipe, les présidents de la première, de la cinquième et de la sixième chambre, Karine Cambi qui est là, Sophie Thibault et Bernard Lejeune, ainsi que les rapporteurs généraux, Jérôme Brouillet qui est là également, les rapporteurs et la contre-rapporteure Mathilde Lignon-Leloup.
Notre rapport s'inscrit en effet dans un contexte de négociation qui a évolué depuis la première réunion des partenaires sociaux, et j'en suis bien conscient. Vous savez que ce ne sont plus exactement les mêmes qui sont autour de la table, ou plutôt qu'un certain nombre ont été amenés soit voir leur présence refusée, soit à quitter la table d'eux-mêmes. Et je n'ai pas du tout, en tant que Premier président de la Cour des comptes, à m'exprimer sur l'évolution des négociations en cours, sinon pour dire une chose, j'espère sincèrement qu'elles aboutiront à un accord. Parce que s'il y a un message à retenir de notre premier rapport, c'est que le statu quo en matière de financement du système de retraite est impossible, ou du moins qu'il est insuffisant pour préserver un système soutenable à moyen et long terme. Et je pense que tout le monde doit être conscient de cela sur tous les bancs, même s'il y a naturellement un désaccord qui peut exister démocratique sur les solutions. Quelle que soit l'issue des discussions en cours, je suis persuadé que nos deux rapports sur les retraites, celui qui a été publié en février et celui que je m'apprête à vous présenter maintenant, seront utiles. Ils seront, je l'espère, ils sont déjà, je le sais, une base dans les négociations actuelles, mais aussi dans des négociations futures entre partenaires sociaux et dans les discussions législatives qui suivront ces sujets, car c'est un deuxième message. N'en doutons pas, pour rester soutenable, notre système de retraite nécessitera des adaptations au cours des prochaines années. Je ne crois pas à la réforme magique, la réforme une fois pour toutes, à la réforme qui clôt le dossier. Je pense beaucoup plus que nous irons vers une série d'adaptations au fil du temps qui peuvent être soit conçues d'emblée ensemble, soit pensées au fur et à mesure. Avant d'entrer dans le constat et les conclusions de la Cour, je reviens sur le périmètre de ce second rapport et sur la méthode. Notre rapport documente les impacts économiques des principaux paramètres du système de retraite sur la compétitivité et de notre économie sur l'emploi, en prêtant une attention particulière à l'emploi des seniors. Et nous avons choisi d'examiner les trois paramètres qui ont un effet direct sur l'équilibre de notre système de retraite: le taux de cotisation, l'âge effectif de départ à la retraite. Là, nous mélangeons, si j'ose dire, l'âge légal, mais aussi la durée d'assurance requise, et enfin l'indexation des pensions. Je lis tout de suite parce que ça, c'est ce qu'on trouve dans le rapport. Le reste n'était pas dans la lettre de mission, mais il existe d'autres, bien sûr, paramètres. La notion de compétitivité elle-même ne va pas de soi. L'INSEE, qui est une bonne référence, définit la compétitivité d'une économie comme sa capacité à gagner ou non des parts de marché sur ses concurrents. La Commission européenne propose quant à elle une définition plus large de ce qu'elle appelle la compétitivité durable, qui intègre les enjeux d'équité. Nous avons prêté, dans ce rapport, une attention toute particulière à cette notion d'équité, parce qu'elle est au cœur de l'évolution du système de retraite, qu'il s'agisse d'équité intergénérationnelle, donc entre les générations, ou intragénérationnelle, à l'intérieur d'une même génération. Pour une raison simple, c'est que les paramètres du système de retraite ont des effets très différenciés selon les catégories de population concernées. Et, troisième message, il faut se garder d'une approche trop mécaniste. Il faut parfois faire preuve là de flexibilité ou d'adaptation à des situations particulières. Compte tenu de ce champ d'investigation, le rapport d'aujourd'hui présente certaines spécificités. D'abord, nous avons adopté une démarche comparative au niveau européen. Alors, je sais bien, nous sommes français, c'est moi le revendiquer, nous nous sentons toujours très particuliers, mais néanmoins, s'il y a des spécificités dans notre système de retraite, les comparaisons avec d'autres pays sont à la fois possibles et nécessaires. La Cour a choisi de concentrer son analyse sur trois principaux partenaires économiques européens qui ont aussi, il faut le dire, des modèles sociaux et de retraite qui, en vérité, sont assez proches du modèle français. Ce sont tous des systèmes de retraite par répartition, pour l'essentiel. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Notons que les quatre pays ensemble représentent 70% du PIB de la zone euro. Deuxième spécificité, je le dis tout de suite, nous n'avons pas produit nous-mêmes l'ensemble des chiffres, modèles, projections qui sont au fondement de nos analyses. Nous avons traité, nous avons analysé, mais nous nous sommes appuyés sur les modèles économiques disponibles, sur les données des administrations et surtout sur une abondante littérature économique qui existe sur les économies françaises, allemandes, italiennes et espagnoles, ce qui veut dire que nous n'avions pas le temps de toute façon de créer de nouveaux modèles, et puis c'est extrêmement compliqué, c'est pas un hasard s'il y en a très peu, mais pour ceux qui pensent que ces modèles ont des biais, on les retrouve dans nos analyses puisqu'ils sont le fondement chiffré de nos travaux. Je remercie les économistes qui ont répondu à nos sollicitations, mais aussi les administrations qui nous ont appuyés dans cette mission, la DARES, la DRES, la Direction générale du Trésor, la Direction de la Sécurité sociale, la Direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Alors nous avons essayé de répondre à plusieurs questions
et nous faisons aussi des constats et délivrons des messages. En gros, il y a 4 messages que je vais maintenant vous résumer. Je débuterai par la compétitivité. Ce que nous constatons, c'est que le financement des retraites a des effets ambivalents sur notre niveau de compétitivité. Nous faisons d'abord un constat dans ce rapport, mais aussi de nombreux autres travaux récents de la Cour, qui est que la compétitivité française s'est structurellement dégradée depuis le début des années 2000. L'évolution de la balance des biens et services, tout comme les performances relatives d'un pays à l'exportation, permettent d'apprécier l'évolution de sa compétitivité. Or, ces deux indicateurs sont très dégradés pour l'économie française. Depuis 2006, la France a constamment enregistré un déficit de la balance des biens et services jusqu'à atteindre 21,5 milliards d'euros en 2024. Ça représente 0,7 points de PIB. Par comparaison, l'Allemagne, on s'en doutait, mais aussi l'Espagne et l'Italie ont enregistré des excédents importants en 2024. Il en est de même pour la zone euro dans son ensemble, dont l'excédent s'élève à 4,5 points de PIB. Donc plus 4,5 points pour la zone euro, moins 0,7 pour la France. C'est dire que nous avons reculé en matière de compétitivité. C'est une anomalie française qui est durable, qui s'explique par un déficit persistant et croissant des échanges de biens, notamment industriels, et, disons-le, c'est la conséquence directe de la désindustrialisation longue à l'œuvre dans notre pays. En 2023, la part de l'emploi industriel a cessé de reculer. Disons que l'hémorragie a été stoppée, peut-être provisoirement, si nous regardons les indicateurs au jour le jour. Mais la part de l'emploi industriel a été stabilisée à 10% de l'emploi total en France. C'est 17% en Italie. On l'ignore souvent, mais l'Italie est un pays beaucoup plus industrialisé que la France. Et c'est 18% en Allemagne. Si on compare la part dans le PIB, c'est encore un peu plus en Allemagne, je crois jusqu'à 22%. Cette dégradation s'inscrit aussi dans un contexte de décrochage de la compétitivité de l'Union européenne par rapport aux États-Unis et à la Chine. La croissance dans l'Union européenne a ralenti. Du fait d'une baisse de la productivité, elle a été plus lente que celle des États-Unis de façon persistante. En conséquence, l'écart de PIB entre les États-Unis et l'Union européenne va en s'accroissant. Il est passé de 15% en 2000 à 30% du PIB en 2023 à prix constant, et 70% de cet écart s'explique par une productivité plus faible dans l'Union européenne, et ce décrochage a été parfaitement mis en évidence par le rapport remis à la Commission européenne en septembre 2024 par Mario Draghi. Donc, si je devais résumer, nous avons une compétitivité française qui se dégrade au sein d'une Union européenne qui elle-même a tendance à décrocher par rapport à ses principaux concurrents. Nous avons un problème assez massif, en vérité, de compétitivité, et la Cour des comptes a documenté ça à travers divers rapports, dont un sur 10 ans d'industrie que nous avions fait, je crois, pour l'autre assemblée. Dans ce contexte, quels sont les liens entre les paramètres du système de retraite et la compétitivité ? Il faut distinguer la compétitivité dite coût, qui mesure l'évolution des coûts de production, en particulier les coûts salariaux, et la compétitivité hors coût, qui est associée, comme son nom l'indique, à d'autres dimensions, comme les gammes de produits, l'innovation, ou encore les compétences de la main-d'œuvre. Tout d'abord, le financement des retraites via les cotisations sociales explique une partie des coûts unitaires et donc de la compétitivité coût de l'économie française. En France, vous le savez, le système de retraite est financé aux 2/3 par des cotisations sociales sur la masse salariale, qui ont donc un impact sur le coût du travail. Ces cotisations représentent environ 9,5 points de PIB en France et en Espagne, un niveau supérieur, par exemple, à l'Allemagne, avec un écart de quelques 5 points. Cependant, je veux le dire très clairement, la compétitivité coût n'est plus le principal sujet en France aujourd'hui. Elle s'est améliorée de façon relative, d'abord avec les allègements généraux de charges, puis avec la politique de baisse du coût du travail qui a été mise en œuvre en France, avec des nuances, mais continuellement depuis 2013. Ces politiques ont permis de résorber, et même d'inverser, les écarts d'évolution des coûts salariaux par rapport à nos principaux partenaires européens. Entre 2000 et 2024, l'évolution des coûts salariaux unitaires a été plus modérée en France qu'en Allemagne, et que dans les principales économies de la zone euro. C'est particulièrement le cas dans le bas de l'éventail des rémunérations. Et donc, en gros, nous n'avons plus de problèmes massifs de compétitivité coût, même s'il peut y avoir des problèmes de répartition des coûts entre le haut et le bas de l'échelle des salaires. La faiblesse de la compétitivité hors coût est la plus préoccupante. Et je le redis, nous avons souligné ça dans le rapport sur 10 ans de politique industrielle que j'ai remis à la demande de la Commission des finances de l'Assemblée nationale en novembre dernier, que je vous invite à consulter. Il est, ma foi, assez instructif.
les exportations françaises n'ont pas connu de montée en gamme depuis 25 ans. Les dernières enquêtes PISA témoignent d'un décrochage non seulement de nos écoles, mais aussi d'un décrochage scientifique. Nous ne sommes plus qu'à la 10e place mondiale en termes de publications scientifiques. Nous avons des soucis en matière d'innovation et de recherche. Et en France, la structure des cotisations sociales consacrées au financement des retraites est assez atypique, ce qui pourrait avoir un impact sur la compétitivité hors coût, parce que les cotisations sociales se caractérisent dans notre pays par d'importants allégements de cotisations au niveau du SMIC et des plus bas salaires. Symétriquement, sur le niveau de salaire les plus élevés, les cotisations sociales sont plus importantes que chez nos partenaires européens. Et ça permet, on le sait, de préserver l'emploi peu qualifié en France, mais ça pourrait aussi peser sur la compétitivité hors coût de la productivité française. Je tiens néanmoins à souligner qu'il n'existe pas, à ma connaissance, à notre connaissance, d'études économiques sur le cas français qui permettraient de démontrer ce qui est simplement une hypothèse. Et donc, pour conclure sur la compétitivité, sur ce premier message, un rappel en forme d'évidence, le financement du système de retraite est un des facteurs qui peut avoir un impact sur la compétitivité, mais c'est loin d'être le seul. Les autres prélèvements, le coût de l'énergie, les taux de change, ou pour rester dans l'actualité, les droits de douane, doivent évidemment pris en compte lorsqu'on analyse notre compétitivité globale. J'en arrive au deuxième message de notre rapport, qui est que les réformes des retraites ont entraîné une augmentation du taux d'emploi de plus de 55 ans en France, même s'il demeure encore un peu faible et s'il masque des inégalités. La France, comme ses partenaires européens, pardonnez-moi ce truisme que vous connaissez par cœur, mais il faut le rappeler, est confrontée au vieillissement de sa population. Au sein de l'Union européenne, la population en âge de travailler a commencé à diminuer vers 2010, principalement en raison de la baisse du taux de natalité, non compensée, contrairement à ce qu'on dit parfois, par un solde migratoire positif. De ce fait, la proportion de la population âgée de plus de 65 ans a augmenté partout en Europe, et les projections démographiques à long terme suggèrent, même indiquent, une poursuite de ce déclin. En conséquence, le ratio de dépendance, c'est-à-dire la part de la population de plus de 65 ans, comparée à la population de 20 à 64 ans, en gros les retraités, les inactifs, augmente pour tous les pays européens. En France, ce ratio passerait de 38% en 2022 à 53% en 2050. Et c'est aussi ce qui explique les besoins de financement en croissance. C'est-à-dire le ratio entre les actifs et les retraités va passer à un moment donné à des niveaux assez préoccupants. Dans ce contexte, l'amélioration du taux d'emploi de la population active est essentielle. Or, en France, le taux d'emploi est structurellement faible. En 2023, le taux d'emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans s'établissait à 68,4%, c'est en dessous de la moyenne de la zone euro. Il a progressé depuis 1995, mais exactement au même rythme que chez nos voisins, donc les écarts se sont conservés. Au niveau de la zone euro, seuls 5 pays, dont d'ailleurs l'Espagne et l'Italie, ont des taux d'emploi plus faibles que la France. Le taux d'emploi des jeunes est faible en France, notamment en comparaison avec la situation allemande. Ce n'était pas le sujet sur lequel nous devions travailler, nous l'avons fait par ailleurs dans notre rapport public annuel. La cause principale de l'écart du taux d'emploi français par rapport à nos partenaires, c'est la faiblesse du taux d'emploi des hommes de 55 ans et plus. Certes, la part de seniors hommes en emploi a beaucoup progressé dans notre pays au cours des 30 dernières années, mais les autres pays européens ont connu des augmentations symétriques. Nous avons donc analysé deux phénomènes. Les effets d'une augmentation du taux d'emploi sur le financement du système de retraite, mais aussi en miroir les effets des paramètres du système de retraite sur le taux d'emploi. Je passerai rapidement sur le premier point. Les travaux de la Direction générale du Trésor, à partir du fameux modèle mésange, montrent logiquement qu'une augmentation du taux d'emploi améliorerait le financement du système de retraite, tout simplement parce que la base de cotisation augmenterait. Le Trésor a estimé l'impact sur les finances sociales d'un alignement du taux d'emploi français sur le taux d'emploi allemand. Il en résulterait un gain net à long terme de 7 milliards pour le financement des retraites. Quelques remarques là-dessus. 1, c'est pas mal, c'est une vraie somme. 2, contrairement à ce que certains disent, ça ne suffit pas à améliorer la situation de manière suffisante. Et 3, ce sont des travaux assez théoriques tout de même, parce qu'une fois qu'on dit voilà ce qui se passerait si, il faut se demander comment on peut le faire. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment le taux d'emploi pourrait être amélioré en France. À cet égard, les études économiques concluent que les réformes du système de retraite se sont accompagnées d'une amélioration du taux d'emploi. Je le dis parce que à chaque fois, on fait des reproches idéologiques. On n'est pas là pour ça. On met les choses à plat. On ne fait pas de recommandations, pas de propositions. C'est un fait. Après, les causalités et les mécanismes sont à analyser. Je ne vous l'apprends pas. L'ensemble des pays européens, face
à la dégradation des ratios de remplacement ont réformé leur système de retraite au cours des 30 dernières années, notamment en augmentant progressivement l'âge du départ à la retraite. Et au même moment, ces pays ont connu une augmentation du taux d'emploi des personnes âgées de plus de 55 ans. Les études économiques montrent que ces deux phénomènes sont liés. Après, quelle est la poule, quel est l'œuf, c'est un autre sujet. Les mesures de recul de l'âge de la retraite à 63, 65, 67 ans, décidées en Espagne et en Italie, ont eu pour principal effet une hausse du taux d'emploi des seniors. En France, c'est la même chose. C'est-à-dire que la réforme des retraites de 2010, qui a, je le rappelle, porté l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans, s'est traduite. Je ne dis pas encore une fois exactement comme la cause, c'est une augmentation très nette de l'emploi des personnes âgées de 55 à 60 ans. Au cours de la décennie 2010, vous le savez, l'âge de départ effectif à la retraite, c'est-à-dire l'âge auquel les personnes prennent réellement leur retraite, pas l'âge légal, a augmenté de 2,1 années. Et en moyenne, le temps passé en emploi s'est allongé d'1 an et 7 mois. C'est ce que les économistes appellent l'effet horizon. Ce n'est pas l'âge des individus, c'est la distance qui les sépare de l'âge légal de la retraite, qui influence leur comportement, ainsi que celui des entreprises. Cette distance à l'âge légal qui va encourager les personnes proches de la retraite à se former ou non, par exemple, ou à rechercher ou non un emploi à un âge donné. Mais l'impact de ce décalage de l'âge légal sur le taux d'emploi dépend de la situation des personnes avant le recul de l'âge de départ. Les études économiques montrent que la réforme de 2010 a surtout eu pour effet de prolonger les personnes dans leur situation sur le marché de l'emploi. Autrement dit, les personnes qui étaient en emploi à l'approche de la soixantaine le sont restées. Mais ce recul de l'âge légal a aussi des effets plus pervers, en ceci qu'il peut se transformer en une augmentation du nombre de personnes, comme on dit, ni en emploi ni en retraite. Que recouvre cette décision statistique? Ce sont les personnes au chômage, ce sont les personnes inaptes, ce sont les personnes en arrêt maladie. Il existe des disparités importantes entre catégories socio-professionnelles, entre les femmes et les hommes, entre les personnes bien portantes et celles dont l'état de santé est plus préoccupant. Pour les ouvriers, le recul de l'âge moyen de départ à la retraite ne s'est traduit qu'à 66% par un allongement de la durée en emploi. Ce taux est de plus de 85% pour les professions intermédiaires et les cadres. S'agissant des disparités entre femmes et hommes, la réforme des retraites de 2010 a entraîné une augmentation de l'emploi après 60 ans pour les deux populations. Cependant, ce n'est pas une surprise. Cette poursuite de l'emploi s'est davantage faite à temps partiel pour les femmes que pour les hommes. Par ailleurs, au-delà de 55 ans, les femmes sont plus souvent ni en emploi ni en retraite, pas par inaptitude. Quand on les interroge sur les raisons de cette situation, elles citent fréquemment des contraintes familiales ou personnelles. On trouve ici la problématique du rôle d'aidante, majoritairement joué par les femmes, notamment à un âge pivot où elles doivent s'occuper de leurs parents et petits-enfants. Ça pourrait être les hommes, c'est en réalité les femmes. Ça, c'est aussi des statistiques. Je résume notre conclusion sur les liens entre système de retraite et taux d'emploi. L'évolution du taux d'emploi des seniors n'est pas un préalable aux réformes des retraites, mais c'est une conséquence. Les études économiques montrent que les réformes de recul de l'âge de la retraite ont pour effet d'augmenter le taux d'emploi des seniors. Toutefois, c'est un effet qui est observé en moyenne, qui cache des disparités importantes. La probabilité de se retrouver ni en emploi ni en retraite est plus forte pour les travailleurs les moins qualifiés, pour les femmes, pour les personnes en difficulté de santé. C'est ce qui explique que dans le cas des négociations qui se poursuivent, on ne l'ignore pas, ces trois sujets sont des sujets principaux. Les femmes et les carrières hachées, les personnes en difficulté de santé et les travailleurs les moins qualifiés ou ceux qui ont les travaux les plus pénibles. Il faut donc les accompagner de manière spécifique en toute hypothèse pour que les augmentations de l'âge de départ se traduisent par un allongement du temps d'emploi, mais sans discrimination ni distinction. Ça me mène au troisième message de notre rapport, qu'il est impératif de prendre en compte et de préserver l'équité dans les réflexions sur l'emploi des seniors et sur les paramètres de notre système de retraite. J'évoquerai d'abord la nécessaire préservation de l'équité au sein d'une même génération, ce qu'on appelle, je le rappelais, l'équité intragénérationnelle. Au global, une personne sur 5 en 2023, de 55 à 64 ans, n'est ni en emploi ni en retraite, soit 1,6 million de personnes sur les 8,5 millions que comporte cette classe d'âge. C'est beaucoup. La plupart subissent cette situation. Ne pensons pas que ce sont des comportements d'affection pour le loisir ou le charme de la rente, c'est autre chose. C'est le cas d'environ 300 000 chômeurs qui cherchent activement un emploi, mais n'en trouvent pas. C'est aussi le cas des personnes inactives pour une raison de santé ou de handicap.
Face à ces disparités, il est évident qu'il faut de nouvelles mesures de la part des entreprises et des pouvoirs publics pour accompagner les seniors les plus vulnérables, mais aussi les aidants, qui sont les plus souvent des femmes. L'objectif est simple, il faut que le recul de l'âge de départ à la retraite moyen favorise le maintien en activité ou le retour à l'emploi de manière équitable, en tenant compte des difficultés concrètes auxquelles sont confrontés certains seniors. En France, les pouvoirs publics, on le sait, privilégient plutôt le levier du dialogue social pour faire évoluer la perception des seniors dans le monde professionnel. Exemple, le récent accord national interprofessionnel en faveur de l'emploi des seniors, signé en novembre 2024. Mais il faut également jouer sur d'autres leviers. La Cour l'avait noté dans un rapport sur les carrières longues en 2019, qui date un peu, certes, qui est que les seniors touchés par le chômage éprouvent de grandes difficultés à retrouver un emploi en raison de discrimination à l'embauche. Ça existe. Ces discriminations se retrouvent également dans l'accès à la formation. La DARES a montré que les personnes de plus de 50 ans ont moins de chances que les plus jeunes d'être retenues pour des formations, alors qu'elles se présentent plus souvent aux convocations. Là aussi, contrairement à des légendes urbaines, ça doit changer. L'équité intragénérationnelle implique également de tenir compte des écarts persistants d'espérance de vie entre catégories de population. J'y insiste parce que ça me paraît fondamental. En France, l'écart d'espérance de vie à 65 ans entre les cadres et les ouvriers était de 2 ans pour les femmes et de 3 ans pour les hommes en 2020. C'est un écart qui tend à se réduire, qui tient certes à de multiples facteurs, mais qui aboutissait tout de même à ce que les anciens ouvriers, en 2018, passent en moyenne 2 années de moins à la retraite que les anciens cadres, et ce, malgré les départs à la retraite plus précoces. C'est-à-dire que là, quand même, aussi une vraie disparité à traiter. Plus largement, pour pratiquement toutes les générations, l'âge moyen de départ à la retraite des retraités dans la pension la plus faible est plus élevé que celui des retraités dont la pension est la plus élevée. Pas logique non plus. Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue n'a pas changé cette situation. Ces effets se sont concentrés sur les personnes qui touchent une pension moyenne du 5e au 8e décile de pension. Les retraités dont les pensions sont les plus faibles, du 1er au 4e décile de pension, ne représentaient que 13% des départs pour carrière longue. Ça aussi, ça doit sans doute changer. L'équité intragénérationnelle n'est pas garantie, donc, en l'état actuel du système de retraite, et cet enjeu doit demeurer au cœur des réflexions sur les évolutions du système. Nous ne faisons pas de recommandations et de propositions, enfin c'est comme un message que nous adressons. Cette question de l'équité est fondamentale dans les réformes de retraite, quelle qu'en soit la philosophie. Il en est de même de l'enjeu d'équité intergénérationnelle du système de retraite, c'est-à-dire la préservation de l'équité entre les générations actuellement à la retraite et les générations futures. Ça revient à poser la question de la soutenabilité de notre système de retraite et de la répartition des efforts entre actifs et retraités, enjeu qui est de plus en plus prégnant dans toute l'Europe. Aujourd'hui, je le rappelle, c'était plutôt notre premier rapport, la France consacre près de 14 points de son PIB aux dépenses publiques de retraite, c'est 2,5 points de plus que la moyenne de la zone euro. Seule l'Italie a des dépenses publiques de retraite plus élevées que notre pays. Le surcroît de dépenses de retraite en France par rapport à la moyenne de la zone euro est de 66 milliards en 2022. L'écart est même de 118 milliards par rapport à l'Allemagne, écart qui tient pour moitié à la différence de recherche nationale et pour moitié au paramètre de nos systèmes de retraite qui sont plus favorables. Et l'évolution des rapports entre cotisants et retraités constitue un défi majeur pour le financement de leur système de retraite. Tout ça nous oblige à prêter une attention particulière à l'équité intergénérationnelle, notamment au niveau du pilotage des adaptations du système. J'insiste là aussi, tous les pays européens, ou presque, sont confrontés aux mêmes problématiques, car le vieillissement touche tout le monde. Certains ont adopté des réformes pour y faire face, tout en garantissant l'équité du système. Par exemple, certains pays se fixent pour objectif une stabilité du temps passé à la retraite au cours de la vie, pour veiller à la pérennité financière des systèmes de retraite et au partage équilibré des efforts entre générations. Et cette réflexion me mène au 4e et dernier message de notre rapport, pardon d'être un peu long, mais le rapport est substantiel, qui est qu'il existe ailleurs en Europe des mécanismes qui permettent une adaptation progressive des paramètres des systèmes de retraite aux évolutions démographiques et économiques. L'ajustement des paramètres du système de retraite repose, je l'ai dit, sur 3 principaux leviers. Le niveau des cotisations sociales affectées aux retraites, le niveau moyen des pensions, qui dépend des règles, notamment d'indexation sur l'inflation, et l'âge effectif moyen de départ à la retraite, qui dépend à la fois de l'âge d'ouverture des droits et de la durée d'assurance requise. Pour la Cour, ces principaux leviers de réforme ont des effets différenciés sur la compétitivité et l'emploi. Une hausse des cotisations aurait un impact négatif sur l'emploi et la quantité selon les modèles économiques. Microéconomiquement, c'est peut-être plus discutable. Et de surcroît, son ampleur pourrait varier selon que l'augmentation concerne les cotisations employeurs, les cotisations salariales, et selon que ça cible ou non
les bas salaires. À l'inverse, reculer l'âge effectif de départ à la retraite, que ce soit par une augmentation de l'assurance ou par un recul de l'âge d'ouverture des droits, aura un impact positif sur le taux d'emploi moyen, au nom des analyses que nous avons faites. Dans cette hypothèse, l'augmentation de l'emploi des seniors n'affecterait pas négativement la compétitivité, mais vu les disparités des taux d'emploi entre catégories de population, que j'ai déjà évoquées, ça ne peut s'envisager qu'en mettant en œuvre des mesures spécifiques pour garantir le maintien en emploi des seniors, tout en tenant compte des difficultés concrètes de certains. Enfin, la question de l'indexation automatique des pensions sur l'inflation a suscité de récents débats que je n'ignore pas. Aujourd'hui, comme le prévoit la loi, les pensions sont indexées annuellement sur l'inflation. Mais les dynamiques respectives des salaires et des prix, au cours des dernières années, ont conduit à une réflexion sur une moindre indexation des personnes et des pensions par rapport à l'inflation. En effet, en cas de choc économique inflationniste, cette règle d'indexation automatique peut conduire à augmenter les pensions de retraite plus rapidement que les salaires. Ce n'est pas une fiction, c'est arrivé. C'est arrivé avec la crise énergétique et la crise en Ukraine. C'est en train d'arriver aux États-Unis avec les tarifs. Aujourd'hui, la Fed américaine ne va probablement pas baisser les taux d'intérêt. Ça ne mettra pas le président Trump de bonne humeur, mais c'est aussi le résultat de sa propre politique. Ça pourrait arriver si le désarmement douanier ne s'opérait pas. Et les études économiques montrent globalement qu'une indexation inférieure à l'inflation a un très faible impact sur l'emploi. Plus largement, car nous n'entrons pas dans ce débat politique, cette indexation sur l'inflation n'apparaît pas nécessairement la mieux adaptée à la recherche d'un équilibre durable et équitable du système de retraite. Une indexation au moins partielle sur les salaires, assortie d'un facteur de soutenabilité, comme chez certains de nos voisins, présenterait l'avantage de piloter mieux le système et surtout, elle exposerait les actifs et les retraités de manière solidaire aux mêmes aléas économiques. Nous l'avons montré dans notre premier rapport, nous ne sommes pas en train de dire que les retraités en France sont riches. Il y a beaucoup de retraités pauvres et le niveau moyen des pensions, à 1 600 € et quelques, n'est pas élevé. Mais leur niveau de vie est au moins égal à celui des actifs. Creuser cet écart en faveur des retraités poserait toute une série de questions d'équité. J'aimerais souligner que nous avons analysé chacun de ces leviers isolément, mais qu'une réforme pourrait, voire devrait mobiliser et combiner plusieurs de ces leviers. C'est ce qu'ont fait nos principaux voisins. Les dispositifs mis en place en Allemagne, en Italie, en Espagne ont tous en commun une chose, c'est qu'ils combinent plusieurs leviers pour garantir à la fois la pérennité financière des systèmes de retraite et le partage équilibré des efforts entre générations. Certains mécanismes, par exemple, je trouve ça intéressant, prévoient d'ajuster l'âge de retraite en fonction des gains d'espérance de vie. D'autres permettent de revaloriser les pensions en tenant compte des conditions démographiques et économiques. De telles règles permettraient d'équilibrer mieux dans la durée le système de retraite, mais elles doivent bien sûr être décidées collectivement. Par ailleurs, nos principaux partenaires européens ont aussi introduit des clauses de revoyure automatiques dans la gestion de leur système de retraite. Franchement, ça peut être une solution qui permette de mettre fin aux incessantes réformes par à-coups, on peut le dire dans tous les sens, qui ne garantissent pas nécessairement la soutenabilité du système à moyen long terme, ce qui fait qu'on y revient à chaque fois, et dans des conditions qui ne sont pas forcément les plus efficaces. In fine, ces clauses de revoyure permettent d'ajuster le niveau des cotisations, celui des pensions, celui de l'âge à la retraite, en fonction de l'évolution de plusieurs indicateurs démographiques ou économiques. En cas d'évolution favorable ou défavorable de ces indicateurs, les paramètres du système de retraite sont modifiés progressivement selon des règles préétablies. Ça existe aussi chez nous. Cette façon de faire, c'est comparable à ce qui était mis en place par les partenaires sociaux, notamment dans le cadre du pilotage de retraite complémentaire de la GICARCO, d'où aussi un chantier qui est ouvert par eux sur une réforme éventuelle de la gouvernance de notre système de retraite de manière plus générale. De telles règles, si elles étaient convenues par les partenaires sociaux, et si vous les votiez, parce que, in fine, c'est au Parlement que ça revient. Je rappelle que la démarche lancée par le Premier ministre, sur laquelle je n'ai pas de commentaire à faire, c'est une fusée à 3 étages. 1, l'expertise, elle nous a été confiée, nous l'avons fait. 2, la négociation est en cours. Et 3, bien sûr, c'est au Parlement de prendre les décisions. Tout ça permettrait peut-être des adaptations plus prévisibles, plus progressives et plus concertées du système de retraite. Voilà, mesdames les sénatrices et sénateurs, les constats et les conclusions dont je souhaitais vous faire part. J'ai bien entendu pas détaillé l'ensemble des analyses et constats tirés par la Cour sur ce sujet complexe, pourtant j'étais assez long, mais j'en tire plusieurs impératifs. Le premier, le plus important, celui dont tous les autres découlent, c'est celui de préserver l'équité de notre système de retraite, et pas seulement de la préserver, de l'améliorer. Équité intragénérationnelle, mais aussi équité intergénérationnelle. C'est au fondement
de tout système par répartition. Le deuxième, c'est la nécessité de renforcer la compétitivité de notre économie dans un contexte de décrochage européen. Si nous décrochons dans une Europe qui décroche, notre avenir devient extrêmement compliqué et ça a bien sûr des conséquences très lourdes sur nos finances publiques qui, je ne vais pas le redévelopper ici, je suis venu devant la commission des finances récemment, sont quand même extraordinairement dégradées à un niveau préoccupant, je le répète à chaque fois. Enfin, ce n'est pas un impératif, mais c'est une perspective pour le futur. Nous pourrions, je crois, nous inspirer utilement de réformes mises en œuvre par nos voisins européens qui, en fait, nous ressemblent, en combinant plusieurs leviers d'autre part, d'une part en instaurant des clauses de revoyure d'autre part qui nous feraient sortir d'un assistance stop and go assez fatigant en matière de réforme de retraite. Ce n'est pas à la Cour qu'il appartient de formuler des propositions détaillées. Ce n'était pas notre mission. Nous n'avons fait aucune proposition, aucune recommandation dans ce rapport. Nous avons simplement fourni 2 documents qui, je crois, sont des documents de référence qui, j'en garde une certaine fierté pour la Cour, pas pour moi-même, ont été approuvés par tous les membres du conclave, quelle que soit leur nature, organisation syndicale ou patronale, et quelles que soient leurs indications, pour ce qu'ils permettent, c'est-à-dire d'éclairer le débat, ni plus ni moins. Merci, Monsieur le Premier Président, pour cette présentation. Nous allons maintenant donner la parole à nos différents rapporteurs et nous allons commencer par Élisabeth Doineau, rapporteure générale pour les affaires sociales. Merci, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Je vous remercie tout d'abord pour cette deuxième communication concernant les travaux sur les retraites et à travers vous, je veux remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé à vos côtés pour remettre ces rapports qui sont effectivement des rapports de référence et qui sont salués, je pense, à l'unanimité. Je vais revenir sur 2 points. Le premier point, c'est plutôt une demande de développement et la deuxième question sera plutôt sur une explication. Alors, sur la première question, vous avez été un petit peu explicatif sur cette idée qu'il y avait effectivement des améliorations à apporter sur le travail des seniors, parce que c'était les plus fragiles, et également sur les aidants, qui sont notamment la plupart du temps des femmes. Et donc, j'aurais aimé que vous donniez quelques éléments supplémentaires quant aux mesures, selon vous, que vous préconisez pour ces deux groupes de personnes. Je pense qu'à l'issue du vote de la loi sur la dernière loi sur la retraite, nous avions effectivement, les uns et les autres, beaucoup pris la parole pour dire justement qu'elle n'allait pas assez loin, mais bon, le temps nous était à cette époque-là compté, sur justement le travail des seniors et sur les situations des femmes. Donc vous, qu'est-ce que vous préconisez ? La deuxième question, vous soulignez en fait les différences qu'il y a entre les simulations du modèle Mésange, vous l'avez dit tout à l'heure, et celle du Trésor, et celle du modèle en fait e-mode.fr de l'OFCE, en particulier dans le cas des cotisations employeurs. Le modèle du Trésor indique un impact sur le PIB et sur l'emploi beaucoup plus négatif que celui de l'OFCE. Le rapport explique que selon le modèle de l'OFCE, la baisse de l'activité économique et la hausse du chômage annuleraient à long terme l'impact de la hausse des cotisations employeurs sur le coût du travail. Alors, ma question, c'est considérez-vous l'un des modèles comme plus plausible que l'autre, ou en tout cas plus intéressant que l'autre, et donc du coup plus à exploiter que l'autre? Merci. Jean-François Husson, pour la Commission des finances. Oui, d'abord, merci, Monsieur le Premier Président, à vous et à vos équipes. Monsieur le Président, Madame la rapporteure générale, Messieurs les Présidents, pardon. Je vais plutôt faire une question-observation et mettre d'une certaine manière un peu les pieds dans le plat sur le sujet des retraites, puisque vous mettez une nouvelle fois le doigt sur les difficultés réelles, sérieuses, et vous venez de les détailler, de notre système de répartition qui, plus le temps va avancer, plus il va être mis en tension
du fait d'une démographie défavorable, de plus en plus de bénéficiaires de pensions qui en bénéficient pendant une durée beaucoup plus longue qu'il y a quelques années, surtout quelques décennies, et actuellement, par le système par répartition, une population active qui a tendance à se réduire et, vous l'avez dit, à avoir une moindre productivité de par, je dirais, des trous dans les carrières en emploi. Et vous montrez quelles en sont les difficultés, notamment concernant les ressources qui, si on ne touche pas soit à la pension, soit aux cotisations, le système aura du mal à tenir. Vous avez expliqué ne pas avoir travaillé sur des solutions alternatives ou complémentaires, mais puisqu'on est sur un débat qui finalement nous interroge en termes de prospective, je veux remettre sur la table et en tous les cas vous interroger sur le rôle des partenaires sociaux et notamment au regard d'une possibilité de profiter d'un début de deuxième socle autour d'une retraite dite par capitalisation. Pour quelle raison? Parce que je m'étonne de ce qu'en France, aujourd'hui, le seul système obligatoire de retraite par répartition touche les fonctionnaires, c'est-à-dire près de tous les fonctionnaires, près de 7 millions, et qu'il soit, ce qui me paraît intéressant, géré par les partenaires sociaux. Je veux parler donc de la retraite additionnelle obligatoire pour la fonction publique, ce qui, me semble-t-il, s'inscrivant dans le temps long, permet les résultats aujourd'hui, le suivi de la retraite additionnelle de la fonction publique démontre en tous les cas sa pertinence. Certes, il n'y a que 20 ans de recul, mais ça commence à parler et je note avec intérêt, je le redis, parce que vous avez évoqué le conclave, je pense que c'est important de poser l'ensemble des sujets sur la table en ce moment, quand bien même c'est plus dans une vision prospective. Donc, Monsieur le Premier Président, comment peut-être expliquer d'ailleurs ce paradoxe d'une France qui, pour l'instant, n'a pas officiellement mis en place ce système, mais qui pourtant dispose par la volonté des fonctionnaires et de leurs représentants syndicaux et des partenaires sociaux, aujourd'hui, a mis en œuvre ce dispositif. Donc, quelle analyse en tirez-vous? Merci beaucoup. Nous allons donner la parole maintenant à Pascale Gruny, rapporteur de la branche vieillesse. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Messieurs les Présidents, les rapporteurs généraux et merci Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes. On apprécie toujours vos auditions et sur un sujet voilà, qui est à la fois sensible mais très important. Et sur la partie notamment des seniors, nous n'avions pas pu en fait intégrer nos amendements dans le texte sur la retraite de la loi 2023, tout comme d'ailleurs sur la pénibilité qui est aussi un sujet. Donc moi j'ai deux questions. Donc, dans votre rapport, vous relevez la faiblesse du taux d'emploi des 15-64 ans en France, soit 68,4% en 2023, ce qui est inférieur à la moyenne de la zone euro qui est à 70%. Cette faiblesse du taux d'emploi français par rapport à ses voisins européens réside dans l'écart du taux d'emploi chez les seniors. Vous indiquez par ailleurs que l'allongement de la durée en emploi à la suite des différentes réformes, reculant l'âge moyen de départ à la retraite des ouvriers, est très hétérogène selon les catégories socio-professionnelles et le sexe. Selon l'INSEE, cette situation s'expliquerait par le rôle pivot des femmes dans la population des aidants, qui les amène à sortir plus rapidement du marché du travail, notamment avant l'obtention du taux plein. Et c'est pour ça aussi que je parlais de la pénibilité.
Comment faire en sorte d'encourager les femmes à partir à la retraite à la fin d'une carrière complète ou comment les accompagner quand on sait que le ratio de dépendance va continuer à s'accentuer, passant de 38% en 2022 à 53% en 2050. Sur ma deuxième question, vous soulignez que l'UNEDIC constate un léger ressaut d'entrée au chômage 3 ans avant l'âge légal de départ à la retraite, qui pourrait s'expliquer par un comportement stratégique visant à utiliser la filière senior de l'assurance chômage, qui prévoyait une durée maximale d'indemnisation de 3 ans avant le 1er février 2023, comme un SAS avant le départ à la retraite. La nouvelle convention d'assurance chômage entre en vigueur au 1er janvier 2025 prévoit désormais de décaler cette durée maximale d'indemnisation à partir de 55 ans contre 53 auparavant et de la réduire à 22 mois pour les personnes âgées de 55 ou 56 ans à la fin de leur contrat de travail et de 27 mois pour les personnes âgées d'au moins 57 ans. Quelles mesures pourraient être prises pour rompre ce phénomène de SAS? Et je vous remercie beaucoup. Merci. Je cède la parole à Sylvie Vermeillet, rapporteure spéciale pour la Commission. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, Madame, Monsieur les rapporteurs généraux, chers collègues. Je vous remercie, Monsieur le Premier Président, ainsi que toute l'équipe de la Cour des comptes pour la qualité de ce rapport. Je reviens sur quelques points que vous avez évoqués et pour lesquels vous avez marqué un accent fort. Tout d'abord, concernant le taux d'emploi des seniors, je vais produire moi-même prochainement un rapport sur ce sujet. Je reviens sur les personnes qui ne sont ni en emploi ni en retraite et qui sont en bonne santé. Selon l'INSEE, cela concerne 323 000 personnes entre 60 et 64 ans, ce qui représente quand même un nombre non négligeable. Est-ce que vous auriez des préconisations sur une adaptation, voire l'évolution vers des emplois spécifiques? Est-ce qu'il s'agit de développer une culture d'entreprise, une culture de société, à l'instar de ce qui se fait quand même davantage en Allemagne? Mais il s'agit de pouvoir répondre à ces 323 000 personnes qui sont ni en emploi ni en retraite et en bonne santé. Deuxième point, la natalité. Le rapport de la Cour des comptes ne fait pas trop état du constat de notre natalité en baisse, peut-être encore un tout petit peu plus faible plus forte que d'autres pays, mais 1,62 enfants par femme. Est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi des préconisations à faire en matière de politique nataliste, que ce soit, je ne sais pas, je laisse les affaires sociales y réfléchir, les allocations familiales, les congés maternité ou l'encadrement en crèche, etc. Mais je pense qu'il ne s'agit pas d'une fatalité. Et croire en sa jeunesse, c'est quand même un élément essentiel quand on fait de la politique. Et je pense que, bien sûr, les effets sont à long terme, mais ça me semble évidemment, puisque le rapport cotisant-retraité est un défi majeur, comme vous l'avez dit, il faudrait, à mon sens aussi, relancer des politiques natalistes. Sur l'équité intergénérationnelle, vous avez bien insisté. J'y adjoindrai donc le niveau de vie des retraités et il me semble dangereux de compromettre le niveau de vie des retraités actuels tant qu'on n'a pas résolu la question du financement de la dépendance. L'un et l'autre sont étroitement liés et vous préconisez à la fin du rapport une éventuelle indexation des pensions de retraite sur les salaires qui pourrait être modulée en fonction de l'évolution du rapport cotisants et retraités. Quand vous proposez ça, ça va dans le sens d'une solidarité intergénérationnelle, mais pas d'une équité intergénérationnelle, puisque c'est du coup contradictoire. Et il me semble par conséquent que si l'on veut sauver un système par répartition, il est essentiel d'y adjoindre un fonds de réserve des retraites qui gomme le nombre de personnes par génération. Je pense qu'un système par répartition est véritablement un système vertueux. Les systèmes par capitalisation qu'on a eus avant-guerre ont montré leurs limites en raison des effets de l'inflation.
Mais un système par répartition, son écueil, c'est justement de se baser à l'instant T sur le nombre de personnes qui cotisent et le nombre de pensionnés. Et lorsque ce nombre est déséquilibré dans le sens des cotisants, eh bien, il génère des déficits et c'est ce que nous connaissons actuellement. Alors que si l'on savait provisionner à tout instant le nombre de cotisants par génération, on éviterait les écueils des lourds déficits que l'on connaît actuellement. Et si l'on arrivait à résoudre ce problème à travers un fonds de réserve des retraites, eh bien, il me semble que les systèmes par répartition n'auraient alors plus d'inconvénients. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier Président. On vous laisse répondre déjà à cette grande série de questions. Merci beaucoup. Je vais le faire en rappelant en préalable ce que j'ai déjà dit, à savoir que le rapport ne comprend pas, c'est volontaire et c'est au fond dans l'esprit, de préconisations et de recommandations. Nous ferons d'autres rapports sur les retraites, mais là nous avons fait 2 missions flash extrêmement courtes, dans des temps vraiment records, 1 mois et demi puis 2 mois et demi, en appuyant beaucoup sur les données des administrations, avec l'idée de faire ce que nous a demandé le Premier ministre, c'est-à-dire un état des lieux objectif et incontestable. Et de ce point de vue-là, je dois le dire, c'est plutôt mission accomplie, parce qu'il a en fait été fort peu contesté, à part certains croisés qui épousent une thèse qui est intéressante, mais qui en réalité ne vole pas beaucoup socialement, ni d'ailleurs financièrement. Mais au-delà de ça, donc ce que je réponds est un peu plus spéculatif et je ne vais pas répondre à tout. D'abord, les questions de Madame la rapporteure générale, Elisabeth Doineau. Vous me demandez au fond qu'est-ce qu'on peut dire comme mesure d'accompagnement des seniors les plus fragiles. Si on regarde ce que font les autres, et finalement je pense qu'un des intérêts de notre rapport, c'est la comparaison internationale. Le mot-clé, c'est la formation, notamment dans les TPE, PME. L'Allemagne a mis en œuvre un programme de cette nature et de grande ampleur qui a tout de même produit des effets très importants. Pour la deuxième question sur les simulations du modèle Mésange et celle du modèle imode.fr de l'OFCE, c'est vrai que pour chaque levier économique, les cotisations, l'indexation, nous avons utilisé les outils économiques existants qui étaient les plus adaptés. En gros, il y en a 2, en effet. C'est d'abord l'outil Mésange, de la direction du Trésor, et puis celui utilisé par l'OFCE. Alors, première chose, ces 2 modèles parviennent à des résultats qui vont quand même dans le même sens, qui sont assez cohérentes avec les évolutions empiriques ex post des allégements sur bas salaire, mais avec une ampleur qui est très différente selon l'un et sur l'autre. Et j'ai envie de dire, pardonnez-moi, vous êtes la représentation nationale, vous incarnez aussi des formations politiques différentes, un peu à votre bon cœur, parce qu'en vérité, la logique de construction des 2 modèles est assez différente. L'un repose plutôt sur les coûts, en disant qu'il est plus d'orientation poussée par l'offre, et l'autre est plus keynésien, donc il raisonne davantage sur les effets économiques d'un investissement additionnel. Et dès lors, en effet, le modèle de l'OFCE a logiquement des effets un peu moindres en termes d'impact d'augmentation de cotisation sur l'emploi. Si je devais donner une réponse personnelle, elle dépendrait peut-être davantage en réalité des modèles de ce que j'ai vécu comme élu dans une autre époque que des modèles. Mon sentiment, c'est que le modèle Mésange a plutôt tendance à un peu surestimer. Mais je dis ça, je vois le regard de mes collègues qui est foudroyant sur moi, parce que là, je sors complètement de jeu. Je pense qu'on surestime un peu l'impact, et cet impact existe. C'est pour ça que je me suis gardé de vous donner les chiffres, les 57 000 emplois détruits, etc. Ça reste assez macro. Il faut faire le passage de la micro à la micro, de macro à la micro. Mais en toute hypothèse, il y a quand même un impact emploi qui n'est pas positif, qui est négatif, même dans le modèle OFCE, qui est plus keynésien. Sur les questions de Madame Gruny, d'abord sur faire en sorte d'encourager les femmes à partir à la retraite à la fin d'une carrière complète, quand on sait que le ratio de dépendance a continué à s'accentuer. Il y a une grande diversité de situations. Je dirais que ça concerne aussi d'autres politiques publiques, notamment la prise en charge du grand âge, celle de la petite enfance, pour aider les aidants. Enfin, pour rompre le phénomène de SAS que vous évoquez, beaucoup de salariés concernés sont en fait ni en emploi ni en retraite et de façon précoce. Et ça rejoint une question de Madame Vermeillet.
C'est le cas des ouvriers et des employés principalement. Et il faut donc, comme le prévoit l'accord national interprofessionnel de novembre dernier, inciter les entreprises à anticiper les fins de carrière. Je crois que c'est très important. Enfin, on attend vos travaux avec impatience, Madame la sénatrice. Donc faire des entretiens à mi-carrière, soit à 45 ans. De la formation, encore une fois, c'est central. Le temps partiel, éventuellement, les limites au maximum aussi des comportements de discrimination à l'égard des seniors qui recherchent un emploi, et ce sont un certain nombre de normes. Il y a toute une série de pistes qui ne manqueront pas d'être développées par votre commission, mais qui doivent être utilisées parce que là, on a un facteur de distinction, de discrimination qui n'est pas acceptable. Vous citiez le chiffre de 323 000, moi je rappelais les 300 000 chômeurs. Tous les chômeurs, contrairement à ce que certains la prétendent, ne sont pas volontaires, loin de là. Il y en a beaucoup qui sont dans une situation où ils font des démarches actives de recherche d'emploi. On ne leur répond même pas, on ne propose pas de formation. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est logique. Donc là, il y a une adaptation de politique publique assez globale à faire. Les questions du rapporteur général me rappellent nos nombreux échanges. Il a le mérite de souligner un point qui pour moi est absolument incontournable, c'est qu'il ne faut pas faire, et on ne peut pas faire, comme si notre système de retraite était en bonne santé financière. Ce n'est pas exact. Et je rappelle les conclusions de notre premier rapport qui ont été discutées encore une fois par personne. Après, les uns vont proposer des économies, les autres vont proposer des augmentations de cotisations, les troisièmes vont proposer des impôts. Ce n'est pas mon sujet. Mais 6 milliards, c'est le déficit actuel. 15 milliards, c'est le besoin de financement à l'horizon 2035. 30 milliards, c'est le besoin de financement à l'horizon 2045. Et je ne reprends pas les thèses sur la fonction publique que certains ont utilisées, auxquelles je ne crois pas, auxquelles la Cour ne croit pas plutôt. Mais voilà, ça c'est un ordre de grandeur, il est incontournable. Et vous avez raison de le rappeler dans votre rôle de rapporteur général de la Commission des finances. Sur la capitalisation, c'est un débat que les partenaires sociaux peuvent traiter, doivent traiter, selon le point duquel on se place, dans leurs négociations. Notre rapport rappelle bien qu'il existe en France des dispositifs de retraite collectives ou individuelles fonctionnant par capitalisation. De nombreux autres pays, notamment l'Allemagne, ont introduit des mécanismes comparables en complément de leur système fonctionnant par répartition. Mais je pense que la question de la mise en place d'un état de capitalisation n'a pas de lien direct avec la nécessité d'équilibrer les comptes de retraite par répartition. C'est pas ce que vous dites, mais je le rappelle, Mario Draghi concluait qu'une généralisation de la capitalisation pouvait avoir des effets bénéfiques sur l'économie européenne, notamment le financement des entreprises, mais l'actualité récente nous montre les risques de tels dispositifs, qu'ils doivent donc en tout état de cause être conçus en limitant ces risques. Diversification des actifs, notamment dans lesquels ils sont investis. En toute hypothèse, et ça je crois que c'est une conclusion lourde et fondamentale, la capitalisation peut être adoptée dans le cadre de ces négociations, mais que personne ne pense qu'elle est la solution magique. Ce n'est pas ce que vous dites non plus, mais je le dis, ça peut être un complément, c'est pas autre chose. Et ce que nos deux rapports montrent, c'est que la retraite de répartition, par répartition, est viable, en tout cas elle est sauvable, et que ça doit rester le fondement du système français. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que nous avons fait les comparaisons avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Dans ces trois pays, ce sont encore des systèmes de retraite par répartition qui sont le fondement. Après, l'équilibre est à trouver. Voilà, je pense qu'il ne faut pas l'exclure. Il faut, si on le retient, le mitiger du point de vue des risques. Et enfin, toujours considérer que ça n'est qu'un ajout ou un complément à dimensionner, mais pas davantage. Et ça rejoint aussi une des questions de Mme Vermeillet. Donc j'ai répondu à deux de ces questions. La troisième, sur la natalité, non, ce n'était pas dans le champ de notre rapport. Il y a un problème très important que nous n'avons pas traité là, mais parce que ce n'était pas notre mission, c'est la question du taux d'emploi des jeunes. Nous l'avons traité dans notre rapport public annuel que j'ai présenté devant votre hémicycle il y a quelques semaines. Donc, d'ailleurs, les choses étaient finalement relativement satisfaisantes, mais il y a aussi quand même 12% de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, et donc ça c'est un sujet tout à fait, ni en éducation, pour ce qui les concerne. Donc l'insertion des jeunes est plutôt réussie, 88%, mais c'est quand même un sujet qui existe avec des phénomènes de pauvreté. Et les questions de natalité sont très importantes. Savoir comment les traiter, là encore, nous attendons avec impatience.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, nous allons ouvrir maintenant le débat avec les sénateurs des commissions et on va commencer par Raymonde Poncet-Monge. Merci, Monsieur le Président, et merci pour ce rapport très complet, je trouve. Alors, effectivement, nous partageons le constat, hein, enfin, à l'épreuve d'une lecture plus attentive. Nous partageons le constat, et comme vous dites, nous n'aurons pas les mêmes solutions parce que nous n'avons pas la même appréciation des causes. Enfin, je veux dire, souvent on dit les gens ne proposent pas. Nous avons des dissensus sur les solutions parce que, Monsieur le Président, nous avons des dissensus aussi sur les causes qui ont conduit à ce constat. Mais c'est un autre sujet. Vous ne préconisez pas des solutions. Je ne vais pas vous reprocher de ne pas voir toutes les causes de ce constat. Donc, ce que nous partageons aussi au-delà du constat, c'est votre préoccupation sur le maintien de l'équité, hein. Et justement, il est bon de voir le système, la performance du système français, par exemple, sa bonne performance quant à la lutte contre la pauvreté des personnes retraitées. Ça, c'est une donnée et un constat d'aujourd'hui qu'il faut préserver, effectivement, quand on propose des solutions, comme vous dites, notamment l'indexation, qui, si ça devait être sous-indexé, pourrait refaire augmenter la part des retraités pauvres qui ont diminué tendanciellement, mais qui tendent maintenant de nouveau à reprogresser. Alors moi, je voulais venir aussi sur votre constat, effectivement, que l'allongement de l'âge de la retraite et aussi de la durée nécessaire pour une retraite entière, l'amélioration du taux d'activité s'est faite par les personnes qui étaient à l'emploi, déjà en emploi, au moment où on a prolongé, quoi. Et ça, effectivement, il y a eu très peu de choses, très peu de progression sur ceux qui étaient les fameux Nini, ou même, y compris avec l'effet d'horizon, sur ceux qui étaient dans les classes d'âge précédentes. Alors, vous avez parlé d'espérance de vie, mais pas d'espérance de vie en bonne santé. Et pourtant, c'est celle-là qui va déterminer, effectivement, selon les catégories socio-professionnelles, selon les conditions, et aussi hommes-femmes, la durée de vie à la retraite. Donc quand on dit que des pays européens veulent maintenir la durée du temps à la retraite, en tout état de cause, y compris les retraites, les réformes d'avant, ont fait que les catégories, les déciles, les premiers déciles de niveau de vie ont vu leur durée de vie à la retraite diminuer et voire, pour certains, mourir tout simplement avant la retraite. Et ça a bien été aussi... Alors, retraite et espérance de vie en bonne santé, la réforme de 2010, de fait, tous les gains d'espérance de vie ont été boulottés par le travail. Et je rappelle que quand on parlait de retraite et espérance de vie, on parlait de 2 tiers affectés au travail, 1 tiers affecté à la durée de la retraite, et ce n'est plus le cas. Maintenant, l'allongement, de fait, les durées tendent plutôt à baisser. Et une question que je voulais voir, est-ce que vous avez justement, dans le fait que ce sont juste ceux qui travaillent qui ont continué à travailler et à améliorer le taux d'activité par les réformes, est-ce que vous avez pris en compte les conditions de travail? Parce que Dominique Méda, dernièrement, dit qu'il n'y aura plus d'augmentation du taux d'emploi des personnes seniors sans un retour massif sur les conditions de travail. Et là, vous avez travaillé avec la DARES, et le constat de la DARES est accablant sur l'évolution depuis 20 ans des conditions de travail. Et ceci est peut-être une cause. Vous avez parlé de la formation, mais la formation ne suffira pas. Il faudra peut-être revoir les conditions de travail. Est-ce que vous avez un petit peu regardé cette piste ? Et je termine sur le système par capitalisation. Le système par capitalisation, il ne résout en rien le rapport démographique. Enfin, c'est absolument neutre sur ça. Et si il est effectivement depuis 30 ans introduit, y compris de façon obligatoire, mais il est en montée en charge. C'est-à-dire qu'ils ont
3 fois plus de cotisations qu'ils n'ont, parce qu'ils sont montés en phase de prestations, et donc ils ont des réserves. Mais nous avions aussi un fonds de réserve des retraites qui a été dilapidé et qui nous aurait permis effectivement de faire face au choc démographique. Donc c'est un petit peu tous ces aspects que je voulais voir, et surtout, voilà, qu'est-ce qu'on propose en termes aussi d'analyse des conditions de travail. Merci bien. Merci. Je propose à Pascal Savoldelli de poursuivre. Le micro. Pourtant, j'ai une voix. Ah, alors là, ça va amplifier le propos. Merci, monsieur le Premier vice-président. Votre expertise et celle de votre équipe sont toujours précieuses pour avoir un exercice critique de l'action publique. Je vous avoue que je me suis interrogé en vous écoutant, mais comme j'étais aussi à l'audition que vous avez fait à la Commission des Finances, je me suis dit il y a des traits d'union, il y a une cohérence intellectuelle et de pensée politique. Parce que là, vous parlez d'équité, et vous le savez très bien, peut-être même mieux que moi. Moi, je préfère l'égalité. Et vous savez très bien que ça fait débat, et ça fait débat y compris sur la question, sur les questions sociales. C'est que moi, je pense qu'il faut qu'on soit attaché à ce qui est nos valeurs républicaines, ce qui a marqué égalité, liberté, fraternité. Et je n'ai pas envie qu'on organise telle ou telle réflexion ou telle méthodologie autour d'équité, liberté et fraternité. Parce que c'est notre modèle français, notre modèle républicain. C'est-à-dire d'être égaux en droit et en obligation. Et l'équité, ça me pose question, c'est de savoir qui fixe le caractère juste ou injuste d'une inégalité. Vous en avez traité d'ailleurs dans vos travaux, c'est venu là dans la discussion, ça peut être partagé par d'autres, on a des réflexions, des regards différents sur ce qu'on peut considérer comme une inégalité ou pas. Mais qui décide? Donc voilà, je vous fais cette petite remarque parce que je n'avais pas le temps de réagir l'autre fois, mais il n'y a pas de recommandation, il y a une objectivité, mais il n'y a pas une neutralité, monsieur le Premier président de la Cour des comptes. La semaine dernière, vous avez parlé de révolution de la dépense publique. Bon, moi, je vous dis peut-être une révolution de la recette publique. Vous voyez? Parce que vous avez quand même dans vos travaux, si j'ai bien compris, et dans des délais très courts et l'expertise est de qualité, vous examinez la sous-indexation des pensions sur l'inflation. C'est pas neutre, mais il faut faire cet examen. Vous examinez la question du taux de cotisation et bien d'autres aspects. Et pour finir mon propos, moi je vous pose cette question. Si on reste sur le système de retraite par répartition, il faut qu'on discute, qu'on débatte de manière très apaisée, mais surtout argumentée, sur quelle est la répartition. Quel est l'effort de répartition? Et moi, je vous interroge, parce que je suis vos travaux, comme tous mes collègues ici, sur d'autres champs de l'expertise de la Cour des comptes. Moi, je vous demande, est-ce qu'il faut prendre en compte le régime fiscal des travailleurs, des plus modestes à ceux qui ont les plus hauts salaires comme travailleurs, avec le régime fiscal qui est favorable aux revenus du capital? Pourquoi? Parce que quelle est la ligne de partage d'harmonie entre les efforts demandés à ceux qui travaillent, des plus bas salaires aux plus hauts salaires, et quelle est la part de la contribution des revenus du capital? Voilà, ça je trouve que ça serait, vous voyez, ça nous permet peut-être d'avoir, et je finis un trait d'union entre nous, c'est-à-dire que vous dites révolution de la dépense publique, moi je dis aussi révolution de la recette publique. Merci. Très bien, on donne maintenant la parole à Monique Lubin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, je me permettrai en préambule de rappeler un propos que vous avez tenu lorsque vous êtes venu présenter la première partie du rapport devant la Commission des affaires sociales, où vous avez dit clairement que le système de retraite par répartition avait des bases solides et qu'il n'était pas en danger. J'aime à le répéter, parce que je trouve que on aurait tendance, du moins certains d'entre nous, en fonction de l'orientation qu'ils veulent donner
ce dossier retraite, à dramatiser toujours un petit peu les choses. Je pense que notre rôle de politique aussi, c'est de ne pas effrayer la population, et notamment les jeunes qui ont trop tendance à dire aujourd'hui que de toute façon ils n'auront pas de retraite et que donc ils ne se battront pas pour garder un système de retraite par répartition. Je ne souhaite pas du tout accompagner cette tendance. Cela dit, vous parlez des déficits prévus et effectivement le rapport que vous avez fait est étayé sur le sujet, et je fais toujours aussi le comparatif avec les travaux du corps qui sont aussi précieux sur ce sujet-là. Sur les déficits à prévoir dans les 5 années, 10 années à venir, très bien. Lorsqu'on parle de 2045, méfions-nous, n'affolons personne, ou de 2035, 2045, n'affolons personne. Ce qui se passe depuis ces 3-4 dernières années doit nous inciter à la prudence. Nous ne savons pas ce qui peut se produire au plan économique. Nous avons eu un sujet avec la crise Covid. Nous avions des prévisions extrêmement inquiétantes qui ne se sont pas révélées justes, et c'est peut-être maintenant que nous avons d'ailleurs quelques répercussions. Donc je veux dire, voilà, prenons les chiffres tels qu'ils sont sérieux, ils sont étayés, n'affolons personne par la suite. C'est ce que je voudrais dire. Je voudrais dire aussi qu'on parle beaucoup d'emploi des seniors. Et je lirai avec beaucoup d'attention le rapport que nous fera notre collègue Sylvie Vermeillet. Nous avons produit un rapport il y a quelques années avec René-Paul Savary, et nous avions déjà préconisé un certain nombre de solutions. Les années ont passé et je vois que de toute façon, les entreprises ne se saisissent absolument pas des solutions. Pourtant, nous les entendons. J'imagine que Sylvie Vermeillet les entendra aussi. Et il y a toujours beaucoup de bonne volonté. Je vais vous dire ce que je pense sur l'emploi des seniors. Je crains que nous ne soyons dans une espèce de culture du non-emploi des seniors en France, au niveau des entreprises, qui ne recrutent pas des seniors, qui ont tendance toujours à licencier les plus âgés lorsqu'il y a des difficultés. C'est une espèce de culture, et moi je le regrette terriblement. Et je crains que nous n'en restions longtemps à l'incantation sur ce qui est l'emploi des seniors. J'espère que non. J'espère que nous trouverons des mesures qui inciteront, sans parler de coercition, mais je vous avoue que je suis un petit peu inquiète. Partant de là, la question que nous devons nous poser n'est-elle pas simplement celle de savoir si nous voulons conserver un modèle de retraite par répartition? Je crois que tout le monde est d'accord. La capitalisation, je pense qu'un certain nombre d'entre nous ont compris quelles en étaient les limites. Un système de retraite par répartition qui permette aux gens, notamment à ceux qui ont les métiers les plus difficiles, de partir à la retraite relativement tôt, de ne pas travailler jusqu'au moment où, de toute façon, après, ils ne pourront plus profiter de rien, en gardant un niveau de revenu comparé à celui des salariés qui restera tout à fait décent. Et donc, partant de là, et je terminerai par là, je rejoindrai mon collègue Salvoldelli, Patrick, la question à se poser est très certainement celle des recettes. Très bien. D'accord. Bah, écoutez, Monsieur le Premier Président, on vous laisse répondre à ces 3 séries de questions. Je vais commencer par répondre à Pascal Salvodelli parce qu'il m'a beaucoup rajeuni. Une période où non seulement je ne faisais pas, je n'étais pas président de la Cour des comptes, mais je ne faisais même pas de politique. J'étais un jeune étudiant. Parce que vous avez soulevé des débats qui sont quasi philosophiques sur égalité, équité. C'est vrai que ce sont deux notions qui ne sont pas synonymes. La notion d'égalité elle-même, on peut l'interpréter aussi. C'est l'égalité des chances, l'égalité des conditions, l'égalité des opportunités. Elle peut être formelle, elle peut être réelle. Mais au final,
de quoi s'agit-il quand même? Quand nous parlons d'équité, il s'agit... Je disais qu'il fallait, vous pouvez raisonner de plusieurs façons sur l'égalité, et que c'est différent de la notion d'équité, mais au total, quand nous parlons d'équité dans ce rapport, et j'y tiens, c'est pour ça que je commence par là, pour répondre aux questions suivantes, nous parlons bien de limiter, de réduire des inégalités, des situations d'inégalité. Nous voyons que quand on examine le système des retraites, si on analyse les choses de façon trop globale, on passe à côté d'un certain nombre de situations qui doivent être traitées, et ce sont celles qui en vérité sont discutées par les partenaires sociaux en ce moment. C'est les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, liées notamment aux carrières hachées, liées aussi à ce rôle d'aidante que la société leur attribue encore, une sorte d'assignation, liées à des paramètres qui sont aussi des paramètres sanitaires ou d'espérance de vie. Il y a les inégalités que subissent ceux qui sont dans des situations pénibles, qui ont des travaux plus difficiles que d'autres. Il y a la situation de ceux qui sont en moins bonne santé. Et puis il y a aussi ces ni en emploi ni en formation, qui d'ailleurs appartiennent parfois aux autres ensembles, à commencer par les chômeurs, mais pas seulement eux. Et donc c'est bien de réduire des inégalités qu'il s'agit. C'est dans ce sens-là que nous entendons l'équité. Ensuite, vous m'appelez à réfléchir sur la fiscalité. Alors, c'est pas par idéologie, c'est parce que c'est pas le rôle de la Cour des comptes de le faire. Nous travaillons quasi essentiellement sur la dépense publique. Il y a certes le Conseil des prélèvements obligatoires à nos côtés. Nous ne sommes pas une institution qui réfléchit sur la fiscalité. De surcroît, ce n'était pas du tout la commande qui nous a été faite. Mais je voudrais quand même poursuivre par deux réflexions. La première, c'est sur la révolution de la dépense. La révolution ne devrait pas vous fâcher, mais il y a bien une révolution à faire de la dépense au sens où il faut sortir d'une réflexion un peu mécaniste qui considérait que toute dépense publique est à proscrire, ou bien qu'il faut agir uniquement sur la quantité de dépenses publiques. Ce que j'appelle révolution de la dépense, c'est de travailler sur la qualité de la dépense publique. Nous avons 57% de dépenses publiques dans notre PIB. C'est beaucoup. Je peux comprendre pourquoi les Français ont cette préférence pour la dépense, parce que nous sommes attachés à un modèle social. Néanmoins, deux remarques. La première, c'est que nous sommes 8 points de PIB au-dessus de la moyenne de la zone euro. C'est énorme. Et la deuxième, c'est qu'il y a une question d'efficacité de la dépense publique. Ça, c'est très important. Pensez que entre la crise Covid 2019 et maintenant, nous avons augmenté la dépense publique de 3% de PIB. Est-ce que vous êtes vraiment persuadé, est-ce que les Français le savent, que ces 3% de PIB correspondent à un surcroît d'efficacité du service public dans notamment les deux grandes questions que nous connaissons, à savoir l'éducation et l'hôpital? La réponse est non. Nous avons produit il y a quelques jours un rapport sur une revue de dépenses sur les dépenses d'assurance maladie, que vous avez regardé de près, et ce rapport montre comment on peut faire une vingtaine de milliards d'euros d'économies, pour l'essentiel sans toucher aux assujettis, en revoyant des questions de gouvernance, en traitant des questions de prévention qui sont fondamentales, en revoyant des questions de transport, en luttant mieux contre la fraude à l'assurance maladie. J'ai été surpris que certains m'aient critiqué sous prétexte que lutter contre la fraude sociale serait de droite. Bah non, un fraudeur, en général, c'est pas penser que ça va toucher les personnes les plus modestes. C'est pas exact. C'est quelqu'un qui triche avec le système. En l'occurrence, ça concerne par exemple souvent des multiprescriptions. Et donc, si vous voulez, on peut faire des économies dans ce pays sans affaiblir le service public. J'en suis convaincu. C'est ça que j'appelle la révolution. Et ma deuxième remarque, c'est sur ce que vous avez dit sur la répartition. Puisque vous m'avez taquiné sur la sémantique, je vais le faire à mon tour. Je pense que vous avez peut-être confondu répartition et redistribution. Parce que la répartition, en l'occurrence, si, la répartition, c'est le fait que notre système, il est financé par des cotisations sociales, assises sur la masse salariale. Ça, c'est le système de répartition. La redistribution supposerait qu'on y introduise, et ça, c'est l'objectif de la fiscalité, entre autres, des éléments de réduction d'inégalités ex ante. Ce n'est pas exactement le sujet. Et ça me permet d'enchaîner sur la question de Mme Lubin, ou les remarques de Mme Lubin plutôt, pour lui dire que j'assume complètement ce que j'avais dit dans le premier rapport. Je ne vois pas de contradiction, il y a une cohérence. Je pense en effet que notre système de répartition repose sur des bases solides. Je pense qu'il doit rester le fondement de notre système de retraite. Je veux quand même souligner que même si les bases sont solides, et si on peut croire dans l'avenir de notre système, nous avons aussi des problèmes de soutenabilité à venir, en tout cas des problèmes de financement qui ne peuvent pas être ignorés. Et je peux vous dire, sans dévoiler les
contenu des conclusions du conclave que quand j'ai présenté le premier rapport, il a été approuvé de la CGT jusqu'au MEDEF sur le constat. Après, effectivement, on peut préférer la fiscalité ou on peut préférer les économies. Nous avons joué nous-mêmes sur un certain nombre de paramètres. Nous ne les suggérons pas, nous analysons leurs effets. Et c'est notre rôle que d'éclairer le débat. Donc redistribution, répartition sont deux notions différentes. En tout cas, je veux marquer notre attachement au système de retraite par répartition. Et même si on peut développer la capitalisation, ça ne peut être qu'un étage complémentaire dans des conditions de sûreté ou de précaution qui doivent être également prises. Et enfin, ça me permet de terminer, pardon madame Poncet-Monge, par vos questions, puisque c'est des questions qui portaient sur l'équité. Il fallait être capable de la définir d'abord. Bon, d'abord sur la capitalisation, vous dites qu'elle n'améliore pas le rapport démographique. Je ne dis pas le contraire. C'est même ce que j'ai prétendu moi-même. Je dis que ça peut être un complément, mais effectivement, elle ne traite pas les problèmes du... Penser que la capitalisation est une solution au système de retraite, au financement du système de retraite, non, par définition, c'est un plus. Mais ce n'est pas du même ordre. Pour ce qui est de l'espérance de vie en bonne santé, là-dessus, je pense quand même qu'il faut... pardon, mais tordre le cou à une légende urbaine selon laquelle les Français ne vivraient pas en bonne santé après la retraite. Ce n'est pas exact. L'espérance de vie en bonne santé, et heureusement, elle a beaucoup grandi, beaucoup. Et elle est estimée, après 65 ans, à 12 ans pour les femmes et 10,8 années pour les hommes, si je ne me trompe pas, je me tourne vers mes équipes, qui semblent approuver les chiffres que je donne. Alors là aussi, il y a des disparités, et ces disparités recoupent ce que j'ai dit sur les différents publics qui peuvent être concernés. Mais j'ai cité, et le rapport y insiste beaucoup, sur les différences de vie, d'espérance de vie entre des ouvriers et les cadres ou professions intermédiaires, qui est de l'ordre de 2 ans pour les femmes et 3 ans pour les hommes, et de surcroît, alors qu'ils partent en retraite plus tôt. Donc, si vous voulez, c'est là une question qui doit absolument être traitée. Enfin, vous parlez des conditions de travail. Nous ne les avons pas traitées en tant que telles dans notre rapport, mais ça recoupe, encore une fois, cette notion d'équité telle que nous l'avons définie et traitée. Et je ne sais pas ce qui va sortir des discussions des partenaires sociaux. Notre rôle, c'est d'arrêter le jour où nous avons remis notre rapport. J'avais mené non pas une concertation, mais une consultation des partenaires sociaux, d'ailleurs tous, et pour le premier rapport et pour le second. J'ai rencontré tous les responsables syndicaux et patronaux. J'ai constaté qu'il y avait quand même un état d'esprit qui était un état d'esprit de discussion. Je voudrais dire que j'espère qu'on ne va pas faire quelque chose, parce qu'il faut à un moment donné que les partenaires sociaux soient capables de modifier la gouvernance du système, d'arriver vers des clauses de revoyure. Et c'est les 3 questions que j'ai soulevées, en tout cas, elles ne sont pas discutées, ce sont les chantiers dont discutent les partenaires sociaux. Les femmes, ceux qui ont des conditions de travail plus pénibles, et ceux qui sont en situation de santé plus difficile. Là, de ce point de vue-là, on ne s'en sortira pas si on ne traite pas ces 3 questions. Ce n'est pas exactement ce que dit Amit Miller, mais enfin, ça touche quand même aux conditions de travail et même conditions de vie. Question complémentaire de Laurent Saumon. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, j'avais une question par rapport à une chose sensible, c'est l'équité intergénérationnelle, qui me paraît effectivement quelque chose d'être extrêmement important. Est-ce que dans votre étude bibliographique et comparative, en tous les cas que vous avez menée sur ce sujet, est-ce que l'espérance par profession du temps de retraite est pris en compte par rapport à l'écart type de la moyenne? Est-ce que ça a pu donner dans cette étude comparative, dans d'autres pays ou sur d'autres systèmes, un impact sur la compétitivité et l'emploi? Alors, celle-là, c'est assez simple. Pour moi, c'est une colle. Donc, je l'avoue bien volontiers. On vous fera passer la réponse sur les références bibliographiques. Je crois qu'il faut aller creuser un petit peu dans les références du rapport. Voilà, donc le saumon colle, c'est ça. Merci, monsieur le Président. Écoutez, comme il n'y a plus de questions, nous allons clôturer cette audition. Je crois que la Commission des Finances a encore des travaux. Ouais, merci encore pour ce pas supplémentaire, ce support qui va nous aider à travailler, réfléchir, parce que nous écoutons beaucoup les partenaires sociaux, mais nous avons aussi plein de propositions et de réflexions en cours à mener dans nos travaux.
Merci beaucoup. Merci. Simplement